Bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Sur ce site web, vous retrouvez tous les épisodes du podcast bien sûr, mais aussi des vidéos et des articles pour booster votre culture sécurité. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. J'accueille dans cet épisode Stéphane Fourré. Stéphane est offshore HSE spécialiste, c'est-à-dire qu'il travaille depuis toujours à l'étranger et une grande majorité du temps sur des plateformes pétrolières. C'est une mission qui m'a personnellement longtemps fait rêver et c'est pour cela que j'ai contacté Stéphane. Dans l'épisode, il nous décrit la réalité et les challenges d'une telle vie d'expatrié et sa mission de HSE. Je vous laisse écouter ma conversation avec Stéphane. Bon épisode. Bienvenue Stéphane, très content que tu sois présent aujourd'hui pour que tu nous partages ton expérience dans le podcast. Est-ce que tu peux rapidement te présenter aux auditeurs ? Très bien, donc je m'appelle Stéphane Fourré, donc je suis un ancien de l'ESEP, je pense qu'on peut dire ancien vu que j'étais de la 4e promotion, donc sorti en 2001, septembre 2001, et donc j'ai trouvé un métier, un emploi dans le HSE en février 2002, où j'ai commencé à travailler dans une société qui s'appelait à l'époque Stolt Offshore, qui faisait du génie public dans le domaine de l'oil and gas, construction pétrolière. Alors depuis, cette société a changé plusieurs fois de nom, elle s'est appelée Acergy, et maintenant c'est lié avec Subsea 7. Donc je suis resté à peu près 8 ans et demi, 9 ans avec eux, où j'ai fait 4 postes différents. Et ensuite, j'ai voulu voir un petit peu ailleurs, et je suis rentré dans le monde des contractés, où du coup j'avais plus d'employeur direct. Et j'ai fait plusieurs missions pour des majors pétrolières, principalement plusieurs fois pour Total, mais pas que. Ou du coup, avant j'étais côté client, je suis passé côté compagnie rep. Donc j'ai fait compagnie rep alors du coup c'est représentant compagnie dans le domaine de l'HSE. D'accord, ok. Je vais m'assurer que les clauses contractuelles HSE étaient bien appliquées chez le contracteur. Ok. Donc j'ai fait ça dans le domaine de la construction pendant 16 ans. Et en 2018, on m'a proposé un nouveau poste, toujours de HSE, mais cette fois-ci plus côté projet / construction, mais côté opération et production de pétrole. Et donc depuis 1 an et demi, là maintenant, je suis au Moyen-Orient, HSE sur une plateforme qui produit du gaz, enfin qui produit du pétrole principalement. Du pétrole, d'accord. Et alors, donc déjà, encore une fois, bienvenue et merci d'en parler parce que c'est pour ça que je t'ai invité et que je t'ai contacté directement. C'est que je sais que à l'ESEP notamment, c'est un profil, ou en tout cas, c'est des expériences côté offshore qui font pas mal rêver les HSE. Et moi aussi, personnellement, ça m'a beaucoup intéressé avant de finalement avoir d'autres opportunités. Et donc, je voudrais que, si possible, tu nous partages au maximum de ce que tu es habilité à faire, nous dire finalement à quoi ressemble ta mission, qu'est-ce que tu fais tous les jours, c'est quoi la vie d'être sur une plateforme pétrolière. Alors, actuellement, ce que je fais, donc, notre objectif principal, là, c'est de produire autant d'huile que prévu. Donc, en fait, on a des objectifs de production journalière et l'objectif, c'est de produire au moins cette quantité et éviter tous les incidents. Si jamais un incident arrive, c'est de réparer, de trouver une solution pour revenir dans les cibles de production telles que désirées. Donc, c'est assez particulier parce que c'est un travail au jour le jour, où si tout va bien, ça peut être très calme. Mais comme généralement, il n'y a pas grand-chose qui va bien tout le temps, on a très souvent des petits problèmes ou des gros problèmes à résoudre très vite. Ça, c'est pour cette partie actuelle. Dans mes anciens jobs où j'étais côté projet, c'était assez différent parce qu'un projet, on commence de zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et une société décide d'installer une nouvelle plateforme ou un pipeline. Et là, il faut prévoir toutes les phases d'installation et on peut voir toutes les phases d'évolution de A à Z de ce projet. Donc, c'est
un peu plus simple au niveau du planning parce qu'on sait où l'on va, on sait toujours quelles sont les prochaines tâches, même si souvent, hélas, on a du retard. Mais c'est un petit peu plus intéressant au niveau du planning. Et ensuite, en général, le fait de travailler en offshore et à l'étranger, ça permet de ne pas trop s'ennuyer, parce que j'ai, dans le passé, travaillé dans des bureaux en France, dans des usines. C'est des jobs, comment dire, assez répétitifs, où personnellement, je m'ennuie assez vite, au bout de quelques mois. Donc, quand on m'a proposé de partir à l'étranger, j'ai tout de suite eu le goût de l'aventure. Même s'il n'y a pas que les côtés roses de partir à l'étranger, mais ça m'a fourni beaucoup d'expériences différentes, des situations assez bizarres parfois, et ça m'a permis de jamais m'ennuyer en fait. Et c'est pour ça que D'accord. quasiment 20 ans Et, après, je fais encore ça. ouais, donc toi, aujourd'hui, je crois que tu es basé aux Pays-Bas, c'est ça? Oui, je vis aux Pays-Bas exactement. Mais tu continues du coup ton activité offshore. Donc là, en ce moment, c'est de la production et avant, c'était bah, à partir de zéro, comme tu l'as dit. Et finalement, en tant qu'HSE, quelles sont tes missions sur cette plateforme? Alors actuellement, là, l'objectif principal, c'est qu'on n'ait aucun blessé pendant toutes nos opérations. Donc c'est surtout, dès qu'on fait des opérations un petit peu risquées ou non usuelles, de faire une analyse de risque, s'assurer que le permis de travail est bien préparé. Et ensuite, avant de commencer le travail à risque, on va dire, il y a ce qu'on appelle un toolbox talk, une discussion en fait. Et là, s'assurer que tout le monde comprenne bien tous les enjeux. Mhm. Surtout qu'on travaille avec un environnement multiculturel, où on a beaucoup de gens qui viennent de l'Extrême-Orient, du Moyen-Orient et de l'Europe, et aussi des États-Unis, donc avec des accents et une connaissance de l'anglais assez différentes. Donc là, c'est assez important de s'assurer que tout le monde comprenne bien et pose des questions. Et ensuite, quand le job a commencé, le travail, qu'on ne dévie pas de ce qui est prévu d'être fait. Ce qui n'est pas toujours simple. Mhm. Et si jamais il y a un J'imagine. problème, trouver tout de suite une solution pour éviter que ça s'empire ou éviter une fuite de gaz, une fuite de pétrole, des choses comme ça. Et justement, tu as parlé de cet environnement multiculturel. Comment un Français qui vit aux Pays-Bas arrive à créer, du coup, quand ça commence, et à maintenir ou en tout cas à diffuser une culture de prévention des risques dans cet environnement-là? Ah, c'est assez difficile. Déjà, comme tu dis, c'est le fait que je sois français dans un monde anglo-saxon. Donc, bon, grâce à l'ESEP, on a tous fait la première année 2 à 3 mois en Grande-Bretagne, après la deuxième année ailleurs en Europe ou dans le monde. Mhm. Donc moi, quand j'ai quitté l'ESEP, j'avais un niveau d'anglais basique, on va dire. J'arrivais à discuter correctement, mais enfin, je reste un Français qui parlait moyennement anglais. Et tout de suite, avec mon premier projet, je suis parti au Nigeria, avec un accent pidgin assez prononcé là-bas, avec des clients qui étaient écossais, britanniques, des gens de ma compagnie qui étaient américains, texans, norvégiens, français aussi. Et les premières réunions, tout en anglais, avec des accents assez différents, ça a été difficile. Au bout de quelques années, on s'améliore, on apprend à reconnaître les accents et ça va mieux. Mais la première chose, ouais, c'est de bien maîtriser l'anglais et de reconnaître les accents, parce que certains accents sont assez prononcés. L'écossais, par exemple, qui n'est pas toujours facile. Et ensuite, quand on travaille dans un monde multiculturel, un des problèmes, c'est que, bon, par exemple, moi je suis français, blanc, quand tu arrives en Afrique ou dans d'autres pays, il y a tout de suite, comment dire, un biais de culture où par défaut, Mhm. entre guillemets, tu es blanc, tu es un chef, donc on va te dire oui, 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 on va t'écouter. Mais les gens vont pas te dire s'ils sont pas d'accord ou s'ils n'ont pas compris, parce que par habitude, ils ont appris à se taire. Et là, le plus dur, c'est de donner confiance aux gens, de blaguer avec eux, leur faire comprendre que on est tous dans la même société. Il y a différents niveaux de hiérarchie, mais ça ne doit pas nous empêcher d'argumenter et de se challenger les uns les autres. Et que si quelqu'un a une bonne idée, quel que soit son rang, il peut la proposer. Il ne faut pas qu'il hésite. Et dans beaucoup de cultures, ça se fait pas. En Mhm. Afrique, c'est assez simple. Les gens n'hésitaient pas trop. Par contre, quand tu travailles avec des gens au Moyen-Orient ou des Indiens, où le niveau hiérarchie est très respecté, c'est très dur de les faire parler, de les faire dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils voudraient dire. Donc ça prend beaucoup de temps. Là, sur la plateforme où je suis, ça fait 1 an et demi.
Il y a des gens maintenant qui me parlent librement, mais je sais que les 6 premiers mois, quand ils me parlaient, ils ne me disaient pas ce qu'ils pensaient. Et ça, je le sentais bien. Et ça prend beaucoup de temps à donner confiance aux gens. Et alors du coup, s'il y a des différences culturelles, comme tu l'exprimais déjà en Afrique de l'Ouest pour tes premières missions, il y a aussi enfin, pour communiquer, comme on n'a pas la même culture, on n'a pas que la langue qui peut être une barrière, pardon. Il y a aussi les références qu'on peut avoir. Donc, comment toi tu fais pour voilà, t'as parlé de la confiance, mais qu'est-ce que tu utilises d'autre comme technique pour communiquer sur les enjeux de sécurité et sur la prévention des risques? Alors, les exemples, quand on explique les risques, on explique quels sont les risques par exemple, si tu utilises des gaz, tu peux avoir des problèmes d'être étouffé ou d'asphyxiation. Et ça, c'est pas forcément clair pour des gens qui ont une culture très basique. Donc, il faut essayer de l'expliquer par des mots différents et surtout ensuite leur faire exprimer le même problème, ce risque-là, dans leurs mots pour savoir s'ils ont bien compris. Et ça, c'est pas toujours simple. Et il faut que tu leur fasses dire le même chose que toi, mais dans leur langage, avec leurs propres mots. Là, tu peux sentir s'ils ont compris le problème. Et ensuite, s'ils ont compris les mesures à mettre en place pour éviter le problème. Ok. Je pense que là, tu le dis très simplement et du coup, on comprend bien, mais je pense qu'au jour le jour et suivant les interlocuteurs, c'est pas forcément évident de faire comprendre à ses collègues ce qu'on attend d'eux. Donc, merci de le partager de cette manière-là. Et donc, c'est connu que dans ces milieux comme ça, la culture de l'entreprise, elle est souvent très forte et dans la pétrochimie, c'est justement un domaine assez avant-gardiste sur la sécurité. Comment enfin, quelle vision toi tu as de la sécurité qui est demandée par la direction dans les entreprises de ce secteur-là? Alors, effectivement, il y a des grosses attentes au niveau HSE parce qu'effectivement, les risques sont très élevés, surtout dans les sites pétrochimiques où tu as du gaz, de la pression, des points chauds, donc tout pour faire une belle explosion. Et sur des sites qui ont des dizaines d'années, donc pas forcément les plus fiables maintenant. Donc il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de règles très précises, très compliquées parfois. Et donc c'est parfois difficile de les faire comprendre, mais si les gens obéissent bien, obéissent. Parfois, même sans comprendre, du moment qu'ils appliquent bien les règles, ça évite les dangers. Ensuite, tout ce qui est problème systémique, matériel, ça se gère bien. Par contre, là où depuis une quinzaine d'années, les gens essaient de développer, c'est tout sur le comportement humain. Et là, c'est un petit peu plus difficile parce que donc les Américains ont été les premiers à développer des Behaving Safely programmes basés sur la culture américaine où les gens, il faut se parler en confiance, limite se pleurer les uns les autres dans les bras, un peu chaud à l'américaine. Je pense que ça marche très bien aux États-Unis. Quand tu arrives en Afrique de l'Ouest ou dans d'autres pays, tu essaies de mettre ça en place parce que le client est américain et t'a dit je veux que ce soit mis en place. Tu comprends très vite que ça peut pas être mis directement comme ça. Il va falloir ajuster le programme. Et là, en fait, grâce à des gens qui travaillent depuis des années en Afrique, en Afrique ou ailleurs, qui comprennent la culture locale, on a la plupart du temps réussi à adapter le message purement américain à la culture locale pour le faire fonctionner. Et toi, tu es en lien donc avec les gens, les intervenants, mais tu es en lien directement, aussi avec la direction ou peu? Non, là, comme moi je suis maintenant souvent sur site, je suis plus lié au head office, on va dire. J'ai pas de lien directement avec le management. J'ai toujours un responsable hiérarchique ou un offshore manager entre moi et la direction. Auparavant, j'étais lié dans les bureaux principaux à Paris, donc effectivement, j'avais un lien plus direct. Mais ce qui se passait, c'est que quand j'étais dans le domaine de la construction, tous ces programmes d'amélioration des comportements, en fait, venaient des clients principaux, donc américains la plupart du temps. Et
on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour les mettre en place. Ils nous sortaient une grosse procédure où ils avaient un autre sous-traitant comme GMG ou d'autres sociétés comme ça qui étaient spécialisées dans la communication. Et ils nous disaient, voilà, vous allez mettre ça en place, débrouillez-vous et bonne chance. Et à nous de discuter, voir comment on pouvait mettre ça en place dans tous les sites et tous les pays où on allait travailler. Et du coup, et ça devait être un challenge quand même conséquent parce que si le modèle est le même, les cultures et les personnes ne sont pas du tout les mêmes. Donc comment tu t'en es sorti de tout ça? Au début, je savais pas trop, mais j'ai eu des collègues à l'époque qui étaient sur navire depuis très longtemps ou sur des yards de construction. Et en discutant avec eux, j'ai dû leur faire confiance. Ils m'ont dit, Stéphane, je vois le sujet, on va faire un petit peu différent. Notamment un qui m'a montré comment transformer la formation en jeu de rôle. Et du coup, ça a évité d'avoir 30 personnes à dormir pendant 2 heures devant une présentation PowerPoint et d'avoir 30 personnes qui se battaient pour avoir le prochain jeu de rôle sur la plateforme. Et ils étaient tellement intéressés que tout le monde voulait y participer, même ceux qui ne devaient pas. Et tout le monde a demandé des certificats qui n'existaient pas, mais ils voulaient tous un papier comme quoi ils avaient participé au jeu de rôle. Et c'était hyper important pour eux. D'accord. Donc en tournant ça de manière plus participative, ça t'a fait un accélérateur pour l'adhésion, quoi. Oui, parce qu'ils se sont mis à la fois dans le rôle de l'ouvrier qui voulait rien comprendre et pas suivre les règles, et de l'autre côté dans le rôle du chef qui devait expliquer les règles, mais sans faire comme d'habitude, entre guillemets, avoir le bâton dans une main et dire fais ce que je te dis et puis arrête de réfléchir, mais essayer de convaincre ton employé pourquoi il fallait suivre cette règle. Et là, ils ont beaucoup aimé ça, parce qu'ils sont aperçus que c'est pas du tout facile. Parce que donner un ordre, c'est simple, mais faire comprendre l'ordre et s'assurer qu'il sera appliqué après que tu aies tourné les talons, ça, c'est autre chose. Ouais, c'est sûr. Et donc là, c'est plutôt quelque chose qui a bien fonctionné. Est-ce que tu as aussi, dans ton expérience, pu avoir des moments où ça a été beaucoup plus compliqué et ça s'est vraiment soldé par un échec, ou en tout cas, tu as dû revoir tes plans pour une démarche sécurité? Non, pas vraiment. Pour ces expériences d'amélioration comportementale, non. On avait réussi à faire ça à bien faire passer cela. Non, enfin, c'est un peu bizarre. Maintenant, je vois pas trop d'échecs. Parfois, ce que je te disais, c'est que faire appliquer des règles bêtes et méchantes, c'est ce que faisaient les safety il y a encore 20-30 ans, où c'était tous des anciens militaires ou des anciens pompiers et qui venaient avec leurs gros sabots, le bâton d'une main, et voilà, il faut faire comme ça. Donc, ils faisaient peur un peu à tout le monde. Quand je suis arrivé dans les années 2000, c'était une nouvelle génération de jeunes qui sortaient des écoles, comme les ZEP, pour essayer de faire les choses un peu plus efficacement. Mais ne pas avoir réussi à faire passer le message, non. Je ne dis pas qu'il a toujours été bien appliqué. Ce qui se passait, nous, les problèmes dans le domaine de la construction, c'est qu'un projet, ça va de A à Z, c'est-à-dire que c'est un début et une fin. Et souvent, quand tu approches la fin d'un projet, les gens savent qu'à la fin du projet, ils n'auront plus de salaire. Donc, tout ce qu'il faut, en fait, le but du jeu, c'est de s'assurer que quand un projet se termine, un autre allait commencer pour que tout le monde puisse continuer à travailler. Et quand les crises sont apparues en 2014-2015, là, sur beaucoup de sites, quand le projet se terminait, il n'y avait rien d'autre qui allait derrière. Et du coup, toutes les belles paroles, les améliorations safety, tout ça, ça passait à l'as, parce que l'inquiétude directe de tous les gens, c'est de savoir qu'est-ce qu'on allait faire le mois prochain. Et toutes les bonnes habitudes qu'on avait réussi à mettre, ça pouvait tomber très vite. Mais alors ça, j'imagine que c'est inhérent au secteur et au fait d'avoir la loi du marché qui est quand même très forte, et en tout cas où tu es vraiment en première ligne dans ton domaine, et les demandes de production. Enfin, ça va être assez compliqué à gérer au jour le jour, de ne pas savoir s'il y a de la production la semaine prochaine, le mois prochain ou le jour prochain. Oui, surtout, oui. Je veux dire, dans des pays en voie de développement où il n'y a pas de chômage, les gens peuvent avoir un bon salaire pendant la durée d'un projet, et dès qu'il se termine, il n'y a plus de salaire du tout. Donc, si on peut économiser un peu, ça peut aller. S'ils savent qu'un autre projet qui va reprendre dans 2 ou 3 mois, c'est pas trop gênant. Mais s'il n'y a aucune vision sur l'avenir, c'est très inquiétant pour eux.
Et toi, à ton niveau, tu arrives toujours à rebondir, peut-être à changer de pays, ou aussi, t'es aussi tributaire de cette d'avancée du projet? Et moi, comme je te disais, pendant 10 ans, j'ai été contracté, donc c'est-à-dire que j'étais journalier, on va dire, en bon français. Et effectivement, je signais un contrat de travail, on va dire une sorte de CDIC pour un chantier. Et je savais quand le chantier se terminait, et ben, il fallait trouver autre chose. Donc, si le même employeur avait plusieurs chantiers et que ça se passait bien, il pouvait te transférer de chantier en chantier. Mais quand les crises arrivent, même avec ses propres employés, il a du mal à les garder occupés. Donc les contractés, on a souvent été les premiers à être terminés, on va dire, au niveau contractuellement. Mais jusqu'à maintenant, oui, j'ai toujours réussi à travailler quasiment. La plus grosse période de non-emploi que j'ai eue, c'était 5 à 6 mois à l'époque de 2018. Mais c'était l'été, c'était la naissance de mon deuxième enfant, donc je ne cherchais pas trop de boulot non plus. Mais D'accord. jusqu'à maintenant, j'ai réussi à rester être employé, alors que j'ai eu beaucoup de collègues qui, bah, pendant des années, 1 ou 2 ans, là, ils ont eu un gros creux de vague. Et alors justement, tu en parles de la partie un peu de la partie perso. Déjà quel rythme t'as et comment tu concilies le fait d'être la plupart du temps à l'étranger ou la moitié du temps en tout cas avec le fait de rentrer voir les tiens. Alors effectivement, c'est assez particulier parce que là, maintenant, depuis 10 ans, ouais, je fais ce qu'on appelle du 4-4, 4 semaines de travail, 4 semaines de repos. Alors pourquoi ce rythme? Et en fait, quand j'ai rencontré ma femme, j'étais déjà avec ce rythme-là. Donc on s'est mariés. Très vite, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Donc elle m'a demandé d'avoir une vie de famille normale, mais trop boulot dodo. Donc du coup, Mhm. j'ai cherché un contrat usuel, on va dire, un contrat famille. Et là où j'ai trouvé un contrat famille, c'était aux Pays-Bas. Donc voilà pourquoi j'habite aux Pays-Bas. Donc je suis rentré aux Pays-Bas en 2014. Malheureusement, en 2015, la crise est arrivée. Et j'étais aux Pays-Bas, mais en tant que contracté. Donc en fait, en 2016, ma mission s'est terminée. Et en fait, il y avait quasiment plus de travail dans les bureaux pour les gens contractés. Et il a fallu que je retrouve des missions sur site, en projet, sur chantier et en rotation en fait. Parce que je ne voulais pas devoir bouger ma famille et changer de pays tous les ans ou tous les 6 mois. Donc la décision qu'on Mhm. a prise, c'est que la famille restait vivre à La Haye, aux Pays-Bas, et que c'est moi qui bougeais en fonction des contrats, la plupart du temps en 6-6, en 4-4. En 4x4, d'accord. Et c'est encore le cas actuellement. Peut-être que plus tard, je retrouverai un poste en bureau, on va dire, dans un headquarter. Mais vu que c'est encore une grosse crise dans le secteur pétrolier en ce moment, ce sera de moins en moins possible. Parce que les gros D'accord. projets s'arrêtent, ne risquent même de jamais redémarrer. Et voilà. Du coup, t'as toujours la fonction HSE spécialiste, je crois. Et finalement, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, au bout d'un moment, même dans le offshore, évoluent soit plus vers la production, soit vers de la maintenance. La maintenance, je sais que ça se fait beaucoup. Euh, Pourquoi, toi, t'as continué dans cette branche-là? Dans le HSE, Ouais. parce que c'est là où j'ai le plus d'expérience et j'ai découvert qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent faire HSE, sauf ceux qu'on va dire qui ont fait les études pour ça. Parce que c'est un métier, c'est intéressant, mais c'est de mettre le doigt où il y a les problèmes. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent risquer leur carrière en mettant à jour des problèmes et en essayant de trouver des solutions. Donc, j'ai souvent très peu vu de gens qui venaient de la production ou de la maintenance vouloir devenir HSE, parce que c'était un petit peu trop risqué. Mhm. Et donc, moi, j'ai commencé dans le HSE et j'ai plutôt bien performé, on va dire. Et donc, du coup, bah, j'ai une certaine expérience. Et moi, je sais, entre guillemets, mettre les points sur les problèmes en étant diplomate, sans créer de panique, on va dire, et en essayant de trouver des solutions. Donc, j'ai une certaine expérience. Et je suis reconnu pour ça. C'est pour ça qu'on me propose toujours encore régulièrement des postes en HSE. Mais je ne pense pas bouger ailleurs parce que là, c'est là où j'ai le plus d'expérience. Même si je pourrais, entre guillemets, chercher la maintenance, tout ça, parce qu'à l'origine, moi, j'ai un BTS électrotech, donc j'ai
un petit bagage en électricité, en mécanique, mais c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Mais non, je ne pense pas sortir du domaine de l'HSE. D'accord. Tu t'y retrouves et justement, tu veux persévérer dedans. Enfin, en tout cas, continuer dedans. Oui, oui. Je pourrais changer de domaine, mais ce serait prendre un risque, parce que ce serait recommencer une nouvelle carrière. Et pour l'instant, j'ai toujours des postes intéressants qui me sont proposés en HSE, même s'il y a de moins en moins de propositions actuellement, mais ça a toujours marché pour moi et je pense être relativement performant et les gens le reconnaissent, donc ça marche toujours pour l'instant. Ça marche. Et enfin, il y a une question sur. Enfin, j'ai une question sur l'innovation. C'est vrai que je connais pas enfin, pas très bien ton domaine, mais je sais pas si vous arrivez toujours à stimuler l'innovation en prévention dans ton orga, et si c'est le cas, est-ce que tu as une façon de le faire? Bonne question. Comme je te disais, l'innovation en safety, c'était une 15-20 ans, c'est tout ce qui était le behaving, enfin, tout ce qui était les formations comportementales pour que les gens réfléchissent à leur propre comportement et erreurs et essayent de se corriger eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas mettre un HSE derrière chaque opérateur sur une plateforme. Donc ça, c'était un gros changement à l'époque. Maintenant, est-ce qu'on verra un futur changement, un nouveau paradigme? J'en suis pas sûr. Je pense pas qu'on aille beaucoup plus loin. D'accord. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que ce qui pourra poser un problème à plus long terme, c'est que donc, si l'oil and gas était un domaine économique assez riche qui a pu investir beaucoup en sécurité, parce qu'il y avait beaucoup de risques, mais aussi ils avaient les ressources financières pour ça. Maintenant, ce sera de plus en plus difficile pour eux de mettre des ressources partout, notamment dans la HSE, alors qu'on sera avec des structures de plus en plus vieilles, des coûts de production de plus en plus élevés. Donc, à moyen terme, je pense qu'on aura un gros problème économique pour pouvoir garder le même niveau de safety, on va dire, sur le site que ce qu'on fait actuellement. Jusqu'à maintenant, je pense que les grosses compagnies étaient capables de dépenser relativement pas mal d'argent en système de sécurité et en formation des gens, parce qu'il y avait assez de cash flow qui rentrait pour faire ça, et c'était comment dire, c'était valuable. Mais maintenant, je pense qu'on aura les compagnies auront de moins en moins de budget pour tout ce qui est formation, équipement, tout ça, et je pense que d'ici peut-être 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, mais l'équation financière pour la safety sera beaucoup plus difficile. Ouais, malheureusement, mais du coup, est-ce que c'est parce que toi, tu penses qu'on est arrivé à un plateau, j'ai envie de dire, parce qu'on peut pas, enfin, on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait faire avec le comportement ou les pratiques sur le comportement, et ou c'est vraiment parce que le budget, là, comme tu le mentionnais, est finalement réalloué à un autre endroit. Alors, c'est pas qu'il sera réalloué, c'est qu'il y aura de moins en moins de budget disponible, en fait. Ce sera pas une réallocation. Je pense qu'il y aura de moins en moins d'argent disponible pour les fonctions connexes à la production. Alors après, est-ce que c'est plus un problème d'argent ou de trouver une nouvelle forme d'approche de la safety? Ça, je sais pas. J'ai pas assez de recul pour ça. Mais je pense que de trouver une nouvelle approche après le comportement des gens, je ne sais pas vers quoi on pourra s'orienter. Je ne sais pas s'il y a des chercheurs en système de sécurité qui développent des nouvelles approches en ce moment. Je n'ai pas d'idée là-dessus, mais je ne sais pas. Je ne sais pas pour l'instant. Ok. Bah alors justement, on va passer à la partie sur les recommandations, les références. Est-ce que toi, tu as des ouvrages ou peut-être des blogs ou des podcasts qui t'intéressent et que tu voudrais partager sur le domaine? Là, pour info, oui, il y a un livre que j'avais acheté il y a 4 ans, que je commence tout juste à lire, qui s'appelle Safety 1 and Safety 2, d'Eric Olnagel, qui nous vient du Danemark, qui est assez intéressante parce qu'en fait, il se pose la question, en fait, quand les gens ont des accidents, c'est souvent parce qu'on cut the corner, il y a une règle, mais on l'applique qu'à 90%, et en coupant, on va dire, 10% de la partie sécurité, on gagne 50% du temps. Donc, on a l'habitude de couper plus ou moins les angles pour raccourcir. Ça veut dire qu'on n'est plus du tout
en phase avec la procédure, mais il n'y a rien qui se passe pendant 999 cas sur 1000. Mais le millième cas, il va y avoir un accident. Donc, on va faire une enquête et on va dire, bien sûr, cette personne n'a pas suivi telle règle. Elle a coupé les corners, on va dire, à cet endroit. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu l'accident. C'est un peu trop simple. Lui, il se pose la question, mais pourquoi, quand il a coupé les angles, on va dire, 999 fois avant, il ne s'est rien passé? Et pourquoi ça s'est passé uniquement la millième fois? Et c'est là où, en fait, il essaye de comprendre pourquoi la plupart du temps, quand on rogne un petit peu sur les règles de sécurité, en faisant plus ou moins attention, ça passe quand même. Mais pourquoi de temps en temps, ça ne passe pas? Et c'est là où il essaye de voir le problème d'un autre point de vue, qui, je pense, ça pourrait être une très bonne approche pour peut-être avoir quelque chose de nouveau dans le domaine de la sécurité. Parce que jusqu'à maintenant, on se focalise beaucoup sur l'opérateur, la personne, pourquoi elle fait des erreurs. Il y a beaucoup de biais humains. Mais par défaut, une fois qu'on a trouvé que l'opérateur, une fois qu'on a trouvé qu'il y a une erreur vis-à-vis de la procédure, tout ça, beaucoup de sociétés se disent c'est pas grave, c'est de la faute de l'employé, on lui met un avertissement, au pire on le vire et on règle le problème. Mais ça, c'est une manière assez rapide de régler le problème, mais ça ne règle pas à long terme parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ont triché, on va dire, avec la règle de sécurité, pourquoi ça a marché 999 fois sur 1000 et pas la millième fois. Et c'est quelque chose qui sera bien de développer parce qu'effectivement, simplement tout mettre sur le dos de l'opérateur qui a fait une petite erreur quelque part, c'est une réponse à court terme, mais ça ne va pas permettre de s'assurer que ce problème ne puisse jamais se reproduire. Et du coup, tu parlais de ce que l'échange là, ça m'a beaucoup fait penser à Marc-André Ferron qui est déjà passé sur le podcast. En fait, c'est un consultant québécois et formateur qui développe des concepts justement sur la responsabilité totale du coup en gestion des risques et notamment il a un cheval de bataille, c'est le fait de comment dire. Si jamais tu mets un employé dans une salle sombre avec un trou, eh bien, il va tomber dans ce trou, quel que soit le niveau de formation que tu vas lui donner. Et lui, il s'inquiète sur, au lieu de tout miser sur la formation et sur le fait de tout miser sur la responsabilité. Il n'y a pas de trou, tout simplement, et mettre les conditions de travail le plus élevées possible et de gérer le risque le plus en amont possible. Donc là, je l'ai dit très rapidement et c'est sûrement pas assez précis par rapport à tout ce qu'il fait et tous ces enseignements qui sont très très intéressants. Mais si ça te dit, je te passerai les références. C'est vraiment très intéressant. Oui, je veux bien, oui. Il est assez. Ce que je dis souvent de Marc-André, c'est qu'il décoiffe quoi. C'est-à-dire qu'il a pas sa langue dans sa poche. Donc s'il y a quelque chose à dire, tu l'auras, tu l'auras de manière assez cash. Le message sera passé, d'accord. Ouais, voilà, exactement. Ensuite, quels outils digitaux tu utilises, toi, dans tes missions quotidiennes? Alors, pour les outils de reporting, là, alors, je ne sais pas, tu connais peut-être un outil qui s'appelle Synergy, qui est développé par DNV, GNL. Non. Alors, c'est un outil qui est assez puissant pour faire du reporting. Donc, alors, à l'origine, ça permettait de faire des rapports d'incidents, d'accidents. Et depuis, ça permet de faire des rapports d'audit, d'inspection, d'un peu tout et n'importe quoi. Et surtout, là où il est assez puissant, c'est tu peux définir des actions correctives pour n'importe qui dans ta société. Et tu as un très bon outil de tracking de ces actions. Tu sais, tu peux définir la date, avoir un progrès, plus ou moins faire des milestones, je crois, selon les versions. Et surtout, la personne qui reçoit cette action, elle peut très vite comprendre ce qu'elle doit faire et c'est simple pour elle de suivre ses propres actions. Parce que là, avant, on avait un autre outil qui s'appelait CMO, là, qui est très puissant, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça ressemble à des outils Microsoft, c'est-à-dire que si tu l'utilises 10 fois dans la journée, tu sauras l'utiliser. Si c'est quelque chose que tu es censé utiliser une fois par semaine, tu ne vas jamais comprendre les tenants et les aboutissants. Malheureusement, c'est des outils qui ne sont pas très intuitifs, même s'ils sont très puissants. Alors que Synergy commence à devenir beaucoup plus intuitif. C'est-à-dire, même sans être un spécialiste de la safety, tu comprends le rapport et tu comprends ce qu'on attend de toi avec les actions correctives. Ça, c'est un gros progrès. Ok. Alors, du coup, Synergy, et je mettrai le lien directement dans la description de l'épisode.
Donc, on va passer au futur de la prévention et comment est-ce que tu vois évoluer ton métier en tant que HSE spécialiste du coup sur une plateforme pétrolière et même dans le secteur de la pétrochimie? Alors, le futur de la pétrochimie. Ce que je te disais, donc, je pense qu'avec toutes les formations sur le comportement, on aura beaucoup moins de problèmes qu'on aurait pu avoir avec les opérateurs, surtout avec les anciens, parce que pour les jeunes, je pense que ce sera beaucoup plus naturel. Donc, je pense que les risques liés au comportement, les accidents liés au comportement des opérateurs devraient baisser. Ce qui pourra par contre venir, c'est le fait de l'âge des infrastructures qui seront de plus en plus vieilles. Là, on pourra retourner comme c'était il y a 30-40 ans, ou des risques opérationnels, c'est-à-dire des ruptures de soudure, de pipe, de vannes, parce que c'est des équipements qui ont vieilli et que certaines choses sont assez difficiles à remplacer ou à fiabiliser après un certain temps. Ok. Et surtout que là, maintenant, dès qu'il y a le moindre incident, tout de suite, les médias sont très vite au courant et l'impact est très vite diffusé. Et ce qui était acceptable ou fatalisé, enfin, comment dire, les gens étaient fatalistes il y a 30-40 ans. Maintenant, le moindre petit incident, c'est devenu inacceptable. Donc, ce sera de plus en plus difficile de faire accepter ça par le grand public en général et par les employés. Mais alors ça, c'est plus l'avenir, on va dire, du secteur. Mais le métier en lui-même, toi, tu l'as vu évoluer depuis quelques années, depuis presque 15 ans. Un peu plus de Comment 15 ans tu même. penses que ça va, ouais, un peu plus de 15 ans, comment tu penses que ça va continuer de changer? Je sais pas trop. Je te dis, est-ce qu'on aura des nouveaux outils, une nouvelle approche de la safety qu'on pourra développer? Je sais pas trop encore. Comme je te disais, je pense qu'on aura moins de moyens financiers pour développer des nouvelles choses. Donc c'est peut-être un petit peu pessimiste ce que je dis, mais pour l'instant, en tout cas, je parle dans le domaine pétrolier, on va dire. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de grosses nouveautés qui viennent. Après, le monde de l'énergie, ça va changer un petit peu parce qu'on risque de s'orienter de plus en plus sur les énergies entre guillemets vertes ou plus directement liées au solaire et à l'éolien. Donc les risques sont assez différents. L'avantage, c'est que les énergies sont moins concentrées, donc il y a moins de risques d'explosion ou de gros feux par rapport aux grosses centrales pétrochimiques ou les complexes pétroliers, où là, en fait, tu as énormément d'énergie qui sont stockées, où tu peux avoir très vite un accident avec un impact très, très élevé. Si tu prends, par exemple, l'explosion de la raffinerie pas BP, c'était qui au Texas, dans les années 2000, où tu avais toute une colonne qui avait été remplie à ras-bord, et ça avait fui par les évents. Et il y avait un point chaud en dessous parce qu'il y a une voiture qui était garée pas loin. Où là, c'est toute la raffinerie qui a explosé. Alors, je ne sais plus si c'était BP ou quelle autre compagnie. Mais je pense que ce genre d'incident, le fait de changer de type d'énergie devrait disparaître parce qu'on n'aura plus ces stockages d'énergie énormes tels qu'on les trouve dans les sites pétroliers. Okay. Donc ça va changer. Comment ? Je sais pas, je pourrais pas te le dire parce que je suis hélas un peu trop orienté oil and gas de manière traditionnelle. Mais non, il y aura des nouvelles manières de produire l'énergie, donc ça va créer des nouveaux risques, en supprimer d'autres, qui seront certainement moins élevés, mais différents. L'acceptation des risques va évoluer aussi, donc je ne sais pas. Je peux pas te dire pour l'instant comment évoluera notre profession d'ici 10-15 ans. Ok. Mais tu as quand même donné des clés de réponse parce que sur l'acceptation du risque, je pense on se rend bien compte justement en étant dans le domaine qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent et donc tu disais tu l'as vu évoluer ça continue. Ce qu'on acceptait il y a 15 ans est clairement pas ce qu'on est prêt à avoir dans notre quartier ou dans notre ville aujourd'hui. Donc ça
ça posera aussi des questions sur les industries et même sur la prévention des risques au sens large. Oui, tout à fait. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, comme tu dis, le grand public, les gens, les opinions changent très vite. Par contre, quand on installe une raffinerie ou un FPSO, tout ça, ça prend des dizaines d'années entre le moment où on les conçoit, on les met en place et on les utilise. Donc, tout ce qu'on fait maintenant, savoir comment ce sera reçu ou accepté d'ici 20, 30 ans, 40 ans, c'est impossible. Par contre, quand on installe un FPSO ou une grosse raffinerie, la durée de vie, c'est 40, 50 ans quasiment. Ça peut aller jusque-là. Donc, actuellement, pour les gens qui font du design de telles installations, comment imaginer la perception des risques associés à ces équipements d'ici 30, 40 ans, 50 ans, c'est impossible. Et ce qu'il faut, c'est qu'en fait, qu'on fasse des choses relativement évolutives pour pouvoir les modifier sans trop de coûts plus tard. Chose qui est quasiment impossible actuellement avec des raffineries ou des complexes pétroliers. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils pour le jeune Stéphane qui débute dans la prévention, voilà, en sortant de l'ESEP il y a quelques années et qui veut se lancer dans le domaine? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ce jeune Stéphane? Alors, à ce jeune Stéphane, d'éviter certaines erreurs, mais ça, on les apprend, on a besoin de faire les erreurs. Ce qu'il faut, c'est quand on est jeune, ne pas avoir peur d'accepter des métiers un petit peu différents ou d'aller dans des zones difficiles. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est quand je suis sorti, quand j'ai eu mon diplôme, donc mon examen, c'était le 7 septembre 2001. Donc à l'époque, je venais tout juste de passer mon examen, que j'avais 2 ou 3 offres d'emploi où j'avais des réponses positives, entre guillemets, je pouvais choisir. Seulement, moins d'une semaine plus tard, il y a eu le 11 septembre 2001. Et là, le marché du travail s'est écroulé d'un coup. Ah oui. Oui. Et là, pendant 3 mois, il n'y avait plus rien. Et j'ai trouvé mon premier vrai emploi uniquement qu'en février 2002, c'est-à-dire quasiment 6 mois après ça. Et je pense que en ce moment, il y a eu aussi une crise, donc là, c'est pas facile. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas hésiter à accepter des métiers qui peuvent paraître un peu, je dirais pas dégoûtants, mais pas très enrichissants socialement, ou accepter d'aller dans des pays difficiles, où c'est là où on acquiert une expérience et on met pour parler crûment, les pieds dans la merde pour essayer de trouver une solution et régler les problèmes. Uniquement chercher un poste directement dans les beaux quartiers à Paris, dans les sièges sociaux, où effectivement on est très près du management, mais on est un peu trop loin des problèmes. Et moi, ce que j'ai pu faire, c'est que justement, au début, j'ai été beaucoup sur le terrain, revenu dans les bureaux, sur le terrain. J'ai fait mes 8 premières années chez Stolt Offshore, j'ai fait la moitié du temps entre le terrain et le siège social à Paris. Donc ça m'a permis d'avoir la connaissance des deux mondes, celui des bureaux, des bureaucrates, on va dire, celui des gens de terrain, en comprenant les problèmes et les avantages de chacun et en essayant de faire un lien et de l'interface entre ces deux mondes qui avaient beaucoup de mal à correspondre. Et ensuite, quand je suis passé côté client, je connaissais tous les manières de tricher, entre guillemets, quand on est contracteur. Donc, je savais si le contracteur qui était en face de moi me racontait la vérité ou me racontait des conneries, parce que j'eût été à sa position quelques années avant. Donc, ça me permettait de comprendre tout ce qui se passait et savoir si on commençait à me raconter des conneries ou à me raconter la véritable histoire quand il y a eu des problèmes. Ne pas hésiter à prendre des postes un petit peu compliqués dans des endroits difficiles. Ça permet d'avoir une très bonne expérience qui sera plus dure d'acquérir une fois qu'on a fondé une famille, des enfants et qu'on a acquis un certain train-train quotidien. Ok, très bon conseil. Écoute, on arrive à la fin, donc merci beaucoup Stéphane d'avoir pu partager toute cette expérience. Est-ce que tu peux nous dire où les auditeurs peuvent te retrouver ou s'ils veulent te poser des questions? Alors, il n'y a pas de problème. Alors, vu que je suis d'une génération un peu plus ancienne que la tienne, j'ai pas de compte Twitter, de Facebook, de choses comme ça. Par contre, j'ai un compte LinkedIn, où là, ils peuvent me contacter, me faire une demande de contact. C'est Stéphane Fourré sur LinkedIn. On n'est pas beaucoup, on est 2 ou 3 à avoir le même nom seulement, donc je pense qu'ils peuvent me trouver très vite dans le domaine pétrolier. Okay. S'ils te demandent mon contact, tu peux leur faire suivre, même l'adresse email, ça pose pas de problème.
Je suis pas toujours facilement joignable parce qu'il y a des moments où je suis en mer et j'ai des communications un peu difficiles, mais quand je suis en période de repos, j'ai beaucoup de temps pour moi et les enfants et la famille. Mais ouais, ça me pose pas de problème parce que c'est bien de voir que des petits jeunes commencent à demander des questions aux anciens. C'est de l'autre côté du miroir. Voilà. Ça marche. Bon, écoute, merci beaucoup Stéphane et je te dis à bientôt. Très bien, bonne chance pour toi aussi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.